Bonjour à tous, et nous allons continuer avec la logique, puisque nous sommes toujours dans la cognition inférentielle qui doit être directement produite sur la base de son support, qui est une raison valide. Et donc on essaie d'examiner ce qu'est justement une raison valide. Ok, donc on a vu précédemment le syllogisme. On a essayé de préparer un petit peu les bases de relation qu'il y a entre les trois modes, mais on va essayer d'en parler d'une manière un petit peu plus appropriée, approfondie aujourd'hui. Ok, donc on avait dit que la propriété du sujet concernait justement le sujet, comme son nom l'indique, et la raison. Donc là aussi, bien sûr, on pourrait trouver beaucoup de débats. Si vous lisez l'anglais, que vous pouvez vous procurer Tibetan Logic, c'est vraiment super, il y a beaucoup de détails, c'est très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, ok. Donc, propriété du sujet. On va essayer de voir ça ensemble. La définition de la propriété du sujet dans telle preuve, donc c'est ce qui est certifié par une cognition valide comme seulement existant avec l'indéfectible sujet d'enquête en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. Et donc c'est une définition un petit peu compliqué, mais si on regarde les éléments les uns après les autres, on va voir que en dehors de cette complication sémantique, c'est assez simple. Donc, si on regarde les choses d'une manière assez, comment dire, segmentée, on va voir que en français, ça commence par ce qui est certifié par une cognition valide. En tibétain, c'est à la fin de la définition. Là, c'est peut-être caché par l'image, par la caméra, c'est pas très grave. Donc, tsemenyewa. Donc, ce qui est certifié par une cognition valide. Donc là, on est en plein dedans, dans la cognition valide. Donc, vous avez normalement vu les vidéos précédentes, c'est ce que je vous conseille. Donc, une cognition valide, c'est une cognition, justement, une conscience qui tranche les surimpositions, qui atteint son objet identifié. Donc là, on parle bien sûr des cognitions valides inférentielles, mais ça peut renvoyer à une cognition valide même directe dans certains cas. Donc ce qui est certifié par une cognition valide, normalement, c'est assez facile à comprendre. Ensuite, dans telle preuve, parce que ça doit nécessiter un contexte particulier, une raison n'est pas valide comme ça toute seule, elle est valide parce que elle est en accord avec un sujet, avec un prédicat spécifique. Donc ça, c'est facile à comprendre aussi. Maintenant, quand on a l'indéfectible sujet d'enquête, là, c'est très important. Un indéfectible sujet d'enquête, il y a des définitions par rapport à ça, mais je ne vais pas tout vous donner, parce que ça va vous noyer dans les définitions. Le shen de Chö, Tien Kyome, en tibétain, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un certain doute par rapport à ce sujet. C'est-à-dire que là, si on parle du son comme étant impermanent car il est produit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ait un doute par rapport à ce qu'est le son lui-même, mais qu'on a un doute par rapport à sa caractéristique d'impermanence. On cherche à savoir. Et donc, c'est là où c'est intéressant de voir que on ne peut pas débattre avec tout le monde. On ne peut pas vouloir débattre avec tout le monde. Les syllogismes qu'on peut employer sont adressés à des gens qui ont suffisamment d'ouverture d'esprit et d'esprit critique. On ne peut pas adresser un syllogisme à quelqu'un qui est unipointé vers une thèse sans en démordre. C'est pas possible. Même si sa thèse est complètement à côté de la plaque. Donc par exemple, on va prendre tout simplement l'exemple ici de la temporalité. Vous avez par exemple un événement X qui advient avant un événement Y et qui lui aussi advient avant l'événement Z par exemple. Et donc vous avez différents phénomènes qui surviennent les uns après les autres. Et donc imaginons un savant fou, comme il peut en exister parfois, qui disent par exemple, puisque ici vous avez quelqu'un qui a pris un vaccin par exemple, et vous avez cette personne qui est décédée après avoir pris un vaccin. Et donc, imaginons ce savant fou qui dise que ce soit une relation causale entre ces deux éléments, tout simplement parce que l'un advient avant l'autre. Et donc, on pourrait dire, à ce moment-là, on pourrait adresser une conséquence. C'est pas un syllogisme qu'on va adresser à ce savant fou.
on va adresser une conséquence à l'absurde, qui prend son point de vue et le retourne contre lui-même. Et donc c'est comme ça qu'on a des chances de déstabiliser sa thèse, et il va peut-être constater qu'il y a des failles dans sa thèse, et va peut-être se mettre à douter par rapport à sa thèse, et à vouloir chercher des réponses par rapport au sujet qui l'occupe. Et à ce moment-là, on pourra arriver avec un syllogisme en bonne et due forme. Donc là, on doit arriver avec une conséquence au début pour déstabiliser la thèse du savant fou. Et donc on va lui dire, par exemple, il s'ensuit donc que respirer tue. Et donc forcément, ça va lui poser question. Il va lui dire quoi? Comment c'est possible? On va lui dire, puisque près de 100% des mammifères ont respiré avant de mourir. Et donc, ça revient exactement à la thèse qu'il a essayé d'affirmer et dire que, en effet, certaines personnes sont décédées après avoir pris un vaccin, mais il n'y a pas nécessairement de relation causale entre le fait de prendre un vaccin et de mourir juste après. Et donc, bien sûr, dans certains cas, une relation causale, dans des cas extrêmement minimes, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Au contraire, le vaccin sauve des vies. Et donc, ici, on pourrait justement prendre la thèse de ce savant fou et se dire, puisque vous dites, dès l'instant où l'événement X existe avant l'événement Y, si pour vous c'est nécessairement la cause de cet événement Y, à ce moment-là, respirer tue, puisque la plupart des gens qui sont morts ont respiré avant de mourir. Ok, donc là on voit à quel point la conséquence à l'absurde peut déstabiliser une thèse qui est largement discutable. Très bien. Et donc il faut qu'ensuite cette personne cherche à connaître justement ce qu'est ce sujet d'enquête, et donc un indéfectible sujet d'enquête. On ne va pas débattre de l'impermanence du son, par exemple, avec un Bouddha pleinement éveillé, puisqu'il connaît parfaitement la nature des choses, et donc pour lui, le son ou l'impermanence du son ne sont pas des indéfectibles sujets d'enquête, parce qu'il a déjà réalisé parfaitement l'impermanence du son. Et donc c'est là où on voit encore qu'il y a cette notion extrêmement contextuelle des débats dialectiques. Très bien. Donc maintenant qu'on a essayé de clarifier un petit peu, de manière assez grossière, ce que veut dire l'indéfectible sujet d'enquête, on a le terme avec, tengdu en tibétain. Très bien, donc qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple on dit à nouveau ici le sujet, le son est impermanent car il est produit, comme on l'a dit, produit est la propriété du sujet, parce que ça existe avec le son. Ouais, ça veut dire que le son doit être produit, mais c'est pas nécessairement prédicatif dans ce cas-là. Par exemple, si on a ce syllogisme ici, aujourd'hui c'est vendredi car hier c'était jeudi, dans ce cas-là, on a normalement la propriété du sujet. C'est-à-dire que hier c'était jeudi, ça existe avec aujourd'hui. Si aujourd'hui, en effet, on est bien vendredi, donc regardez cette vidéo uniquement le vendredi. Très bien. Ok. Donc ici, on a hier c'était jeudi, donc ça veut dire que ça existe avec aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ici la raison doit être une caractéristique du sujet. Donc là, c'est pas possible, puisque aujourd'hui c'est aujourd'hui, hier c'est hier, hier ne peut pas être aujourd'hui. Ok. Donc propriété du sujet ici doit exister avec aujourd'hui. Ok. Et on a en accord avec le mode d'assertion, Gefühl dans le Tumbal. Ok, donc ça, c'est assez simple. Si vous avez par exemple la famille Rockwell, la famille Rockwell dans Le cœur a ses raisons, on peut dire par exemple la famille Rockwell est drôle. Et donc là, c'est prédicatif. Ça veut dire que drôle est une caractéristique de la famille Rockwell. Donc c'est l'une des façons d'affirmer quelque chose. Ça, c'est le premier mode d'assertion. Ça veut dire que on qualifie quelque chose ou quelqu'un comme étant ceci ou cela. Et on a un autre mode d'assertion qui est plutôt ontologique. Par exemple, on pourrait dire la famille Rockwell est au Québec, dans le sens de vit au Québec ou existe au Québec. C'est dans ce sens-là, dans le sens ontologique. Donc c'est ce second mode d'assertion qui peut être effectué. Ok. Et là, on arrive dans le croustillant avec seulement existant, yopani do. Et donc seulement existant, donc c'est une formulation en français un petit peu barbare pour traduire le tibétain et le sanskrit.
on est obligé de mettre seulement avant existant, mais c'est pas nécessairement très français, mais on va voir pourquoi. Ok, donc si on prend ici cette formulation, seulement exister avec son, donc le sujet, le son est impermanent car il est produit, donc comme là on est toujours dans la propriété du sujet, on s'intéresse à produit, et donc ça veut dire que produit doit seulement exister avec son. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça doit exister avec le son dans sa généralité, et ça doit exister avec toutes les instances de son, pour que la raison soit valide. Ça doit exister avec ce son-là, cet autre son, cette autre instance de son, avec tous les sons. C'est ça que ça veut dire. Il faut que tous les sons soient produits. C'est ça que veut dire seulement exister avec son. Si au contraire on disait le sujet, le son est impermanent car il est issu de l'effort, ce jung en tibétain, issu de l'effort, ça veut dire fabriqué, artificiel, etc., généré par un individu, etc. À ce moment-là, ça pourrait pas seulement exister avec son. Parce que dans ce cas-là, ça n'existe qu'avec le son d'une guitare ou le son d'une conque blanche, etc., avec le son d'un ordinateur, le son d'un micro, etc., etc. Et donc ça existe avec certains sons. Donc ce n'est pas seulement exister avec son. Par exemple, ça n'existe pas avec le son du vent dans les feuilles d'arbres, par exemple. Ça n'existe pas avec le son d'une cascade d'eau, etc., etc. Très bien. Ok, et là on peut faire une distinction entre seulement exister avec son et exister avec seulement son. Donc là c'est un petit peu dangereux la façon dont on s'exprime parfois, on peut avoir la langue qui fourche assez facilement. Donc il faut essayer de bien comprendre que seulement exister avec son, ça veut dire exister avec la généralité son et avec toutes les instances de son, avec tous les sons. Et exister avec seulement son, ça veut dire que ça n'existe que avec son et avec rien d'autre. Donc c'est là où on va faire cette distinction. Donc qu'est-ce qui pourrait être les deux, entendu par une conscience auditive ou réalisé par une cognition valide auditive, ça pourrait aller aussi. Donc entendu par une conscience auditive, en général, c'est la définition de son. Et donc c'est seulement existant avec son, puisque tous les sons sont nécessairement entendus par une conscience auditive, puisque c'est la définition du son. Et ça existe avec seulement son, puisqu'il n'y a rien d'autre que le son qui puisse être entendu par une cognition auditive, une conscience auditive. Ok, donc là, ici, on a quelque chose qui est à la fois seulement existant avec son et existant avec seulement son. Très bien, et donc maintenant on a produit qui est seulement existant avec son. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit en effet, ça existe avec tous les sons. Le son en général et toutes les instances de son. Tous les sons doivent nécessairement être produits. Très bien. Mais produit n'existe pas avec seulement son, puisque ça peut exister avec forme visuelle, forme tactile, etc., etc. Très bien. Maintenant, le son d'une guitare, ou son de guitare, existe avec seulement son. Parce que il y a que les sons qui peuvent être, il y a que certains sons qui peuvent être des sons de guitare. Donc, son de guitare est beaucoup plus restrictif que son. C'est pourquoi ça existe avec seulement son. Et ça n'existe pas avec autre chose que du son. Mais ce n'est pas seulement existant avec son, parce que tous les sons ne sont pas des sons de guitare. Et puis, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, une tasse. Donc là, c'est assez facile. Donc normalement, si on manie ces concepts progressivement, ça devient un petit peu moins compliqué. Donc il faut avoir beaucoup comment dire, d'entraînement. Il faut essayer de s'exprimer, de débattre avec des gens, essayer de discuter, de lire, d'étudier, etc. Et normalement, ça devrait se clarifier progressivement. Donc là, on essaie de voir justement tous les éléments de la définition de la propriété du sujet. Et là, il y a quelque chose qui pose question. C'est avec justement ce seulement existant avec son, on peut voir que ça peut poser question dans certains cas. Donc si on prend seulement exister avec X, on pourrait dire exister avec son, avec existant, avec forme, etc. Si on prend existant, ça peut poser question dans certains syllogismes.
Si on prend le sujet existant et permanent, car c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, en effet, on peut dire que c'est une raison valide, c'est un syllogisme valide, puisqu'il y a la propriété du sujet et il y a aussi les implications et contre-implications qu'on verra dans le prochain épisode. Donc là, on est obligé de dire que c'est un syllogisme valide, la raison est valide, la propriété du sujet est bien là. Mais ça pose question puisque ce n'est pas présent dans tous les existants. C'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle existe avec existant quand on parle d'existant dans sa généralité, mais ce n'est pas seulement existant avec existant parce que ça n'existe pas avec tous les existants. Tous les existants ne sont pas les objets apparents d'une conscience conceptuelle. Les impermanents ne sont pas les objets apparents d'une conscience conceptuelle. Et pourtant, ce sont des existants. Donc c'est là où on peut voir qu'il peut y avoir certaines failles, certaines difficultés dans ces définitions. Et donc certainement, ça donne la liberté d'analyser, de réfléchir, de développer l'esprit critique en gardant bien sûr son ouverture d'esprit. C'est très important. Et donc merci beaucoup et nous verrons la prochaine fois l'implication et la contre-implication. À très bientôt.